Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de la demi-journée Archimag relative à la veille et au knowledge management. Il y a un événement d'ailleurs qui prend des dimensions internationales puisque nous sommes rejoints par des personnes en Belgique, en Suisse, partout dans le monde presque. Je suis Fabien Carré-Marionnet, journaliste pour Archimag et j'aurai le plaisir de vous retrouver lors de plusieurs sessions de ce matin, ainsi que Éric Leven, également journaliste, qui animera d'autres tables rondes. Des tables rondes qui seront toutes riches d'enseignements, puisqu'effectivement, nous vous retrouvons actuellement pour la keynote d'ouverture dans laquelle nous allons vous détailler quelques tendances qu'Éric et moi avons pu observer, détailler, décrypter autant que faire se peut. Mais dès 10 heures, vous retrouverez avec Éric Actuligence et Sindup lors de la session intitulée Comment l'IA transforme concrètement le travail des veilleurs. L'intelligence artificielle sera du reste au cœur de cette demi-journée. À 10h45, une seconde session qui portera sur le témoignage de Mathieu Andro, qui anime le réseau de veille documentaire des services du Premier ministre, rien que ça. Et enfin, à 11h30, j'aurai le plaisir de retrouver Antoine Larrey, qui est directeur commercial chez Aprio, pour une session intitulée IA et Knowledge Management, réinventer les métiers de l'information. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez bien sûr interagir avec nous à tout moment dans le chat. N'hésitez pas d'ailleurs à nous poser vos questions si vous en avez. Avant de nous lancer dans le décryptage de tendances que je vous ai promis, je voulais aussi vous rappeler qu'Archimag produit des contenus en matière de veille et knowledge management. Je vais vous partager les liens juste après. Mais pour vous annoncer très rapidement, il y a notamment le numéro 373 du magazine qui comporte un dossier dédié à la veille et à l'intelligence artificielle, le tout agrémenté de retours d'expérience concrets. Je vais vous partager juste après. Nous avons également 2 guides pratiques qui méritent très clairement de jeter un coup d'œil. Pour en savoir plus sur la veille, c'est dans le guide pratique numéro 72. Et sur l'intelligence artificielle, c'est le guide pratique 77. J'ajoute enfin qu'un nouveau guide sur l'intelligence artificielle sera justement à l'ordre du jour l'année prochaine, en 2025, avec toujours plus de retours d'expérience pour des exemples toujours plus concrets qui seront, je l'espère, inspirants pour vous. Après cette petite introduction, Éric, est-ce que tu veux nous parler un petit peu du marché, des observations récentes que tu as pu en faire? Est-ce que c'est dynamique? Est-ce qu'on stagne un peu? Dis-nous tout. Alors, oui, juste en rebond sur ce que tu disais sur les guides, j'espère que vous m'entendez tous correctement. Sur les guides, justement, je regardais dans les archives d'Archimag et je me suis aperçu qu'un premier guide sur l'IA avait été fait en février 2018. Donc, on est bientôt, il y a 7 ans. Donc, tout ça pour vous dire que ce dont on va vous parler ce matin en matière d'IA, finalement, il y a déjà beaucoup de choses qui existaient déjà. Il y a 7 ans déjà, puisqu'on en parlait, mais que ça s'est beaucoup amélioré, et tout particulièrement avec l'essor de l'IA générative depuis 2 ans. Là, les choses se sont un peu accélérées. Voilà. Et donc, une précision aussi, ce que nous allons vous livrer, ce sont nos observations de journalistes et de spécialistes de la communication, mais pas de, on est des veilleurs comme vous, mais pas des professionnels de la veille. Voilà. On utilise la veille, on fait de la veille, mais nous ne sommes pas des grands professionnels du secteur. Voilà. Donc, ce sont nos observations avec le prisme du journaliste. Voilà. Alors, quant au marché, Fabien, alors, ce qu'on observe, vous l'avez pas manqué, c'est qu'il se consolide, puisque l'an dernier, Chatvision, vous avez vu, a fait une razzia quand même sur le marché en rachetant Geotrend et Quam, mais aussi d'autres, hein, Sistran, qui est vous vous rappelez, qui est un traducteur spécialiste de la traduction, Olint, qui est une start-up spécialisé dans l'open source intelligence, et Arctic, qui est spécialisé dans le traitement géospatial des données. Donc ça, c'est déjà, ça fait de Chatvision vraiment un gros acteur avec pas mal de fonctionnalités, beaucoup d'expériences rassemblées au sein d'une même solution. Il y a Cabell Crawl qui a racheté eScope. Et puis, vous en avez entendu parler, il y a Onclusive, qui est une agence spécialisée dans la veille média, qui a racheté Digimind. Digimind est donc depuis devenu Onclusive Social. Et ça vous a pas échappé non plus. Vous avez vu que l'an dernier, enfin non, c'était en début d'année, je crois, Onclusive justement a présenté un plan de licenciement qui concernait près de 200 postes. Et l'explication fournie, là je vous la cite, c'était lié à un durcissement significatif de l'environnement concurrentiel et à une évolution technologique sans précédent.
Alors là, forcément, tout de suite, dans beaucoup d'articles de presse, beaucoup ont mis l'IA derrière tout ça. Est-ce que l'IA est vraiment responsable de la suppression de 200 postes dans une agence de veille média? Je ne sais pas, mystère. En tout cas, ce qu'on peut dire sur l'IA et sur l'IA générative, c'est que ça nous permet aujourd'hui, dans nos tâches quotidiennes, journalistiques et marketing, et les miennes, comme celle de Fabien et de beaucoup d'autres, de réaliser des tas d'opérations en 10 secondes seulement, alors qu'auparavant, ça nous aurait pris 30 minutes, voire 1 heure, voire même plusieurs heures. Ça nous permet de faire des tas de choses quand même assez fantastiques, aussi bien dans l'écriture, le résumé, mais aussi dans la veille. Et l'IA, donc vraiment, l'IA nous épaule, nous débarrasse de tâches franchement rébarbatives et répétitives. Et puis, donc, c'est devenu pour nous, en très peu de temps, une espèce de super assistant. Donc, est-ce qu'il faut en avoir peur? Est-ce que ça va désagréger nos métiers, etc. Franchement, je ne crois pas. Je pense qu'il faut simplement savoir l'utiliser. Voilà un petit peu pour le contexte du marché de la veille et de l'IA. Alors maintenant, en termes de tendance, Fabien, l'IA générative, c'en est une, évidemment. Tout à fait. Alors effectivement, moi je ne peux pas parler à la place d'Inclusive, mais dans ce que tu dis, c'est complètement vrai. L'IA, elle ouvre complètement le champ des possibles. Et je rebondis sur ce que tu disais aussi au début de ta prise de parole. L'IA, c'est pas quelque chose de nouveau, et d'ailleurs c'est déjà une réalité au sein des organisations. Alors il faut bien sûr distinguer l'intelligence artificielle classique, on va dire, de l'IA générative, qui est celle dont on entend beaucoup parler avec l'essor de ChatGPT. Et c'est justement elle qui nous intéresse dans le cadre de cette prise de parole. L'IA générative, c'est déjà une réalité au sein des entreprises. Il faut savoir que 65% des professionnels indiquent que leur organisation l'utilise régulièrement. C'est une étude McKinsey qui a été publiée cette année qui nous l'indique. Et justement, l'analyse de données est le premier usage, le premier avantage en tout cas attribué à l'IA générative. Cette fois, ça vient d'une enquête Archimag qui a été publiée au cours du dernier trimestre. Au-delà de cette analyse facilitant la recherche d'informations spécifiques, d'ailleurs aussi bien dans le cadre de la veille que du knowledge management, l'IA générative, elle peut aussi concevoir des synthèses, tu l'évoquais Eric, des rapports, des prévisions stratégiques personnalisées, et finalement, elle devient capable de simuler des scénarios futurs en fonction des informations disponibles, ou même, on le voit déjà, d'anticiper les informations et les connaissances dont ont besoin les professionnels au quotidien, dans le cadre de leur tâches, par exemple en apprenant de leurs usages et de leurs habitudes de travail. Donc, a priori, il ne faut pas être Madame Irma pour imaginer que l'IA générative devrait permettre, à très courte échéance, on pense plutôt 2025, de produire des analyses stratégiques toujours plus poussées, toujours plus personnalisées et précises, avec des scénarios prédictifs basés sur des données en temps réel, ce qui va là encore ouvrir de nouvelles possibilités pour des décisions anticipatives. On en parlera d'ailleurs juste après. Oui, puis l'IA, finalement, il y en a déjà partout. Et vous en aurez encore plus dans les mois à venir. D'ailleurs, vous en aurez même dans votre iPhone, si vous êtes équipé, puisque Apple Intelligence arrive en France l'an prochain. Et si vous êtes renseigné un petit peu sur Apple Intelligence, vous verrez que ça peut jouer un rôle assez intéressant dans la veille, notamment pour toutes les entreprises qui fonctionnent dans un écosystème Apple. Par exemple, avec Siri, il sera possible avec Apple Intelligence de créer des automatismes pour exécuter certaines tâches de veille répétitives. En fait, vous pourrez programmer Siri pour rechercher certaines actualités spécifiques et vous envoyer des notifications lorsqu'un nouveau contenu pertinent sera publié ou même collecter des informations dans une base de données. Alors forcément, toutes ces fonctionnalités, elles n'ont d'intérêt que si vous êtes dans un écosystème totalement Apple. Autrement, ça n'a aucun intérêt. Puis il suffit de regarder aussi le nombre de LLM disponibles sur le marché pour se dire que l'IA générative peut être intégrée partout et a vocation de l'être. Vous pouvez choisir entre des LLM propriétaires comme du GPT-4 d'OpenAI, BERT de Google, etc. Mistral, le LLM bleu, blanc, rouge. Vous pouvez choisir des LLM open source, etc. Mais surtout, l'important, c'est de bien comprendre que finalement, chaque LLM a ses propres spécificités. Et c'est pas forcément enfin voilà, chacun a vraiment ses spécificités pures. Par exemple, BERT et Gemini, qui sont deux modèles d'IA développés par Google, qui n'ont pas été développés au même moment. BERT en 2018, Gemini en 2024. Mais BERT d'un côté
finalement, c'est utile pour les tâches telles que l'analyse de sentiments, la reconnaissance d'entités nommées, la réponse à des questions, le traitement du langage naturel, etc. Alors que Gemini, c'est vraiment plus une intelligence artificielle générative avancée, capable de comprendre, de générer du texte, des images et d'autres contenus multimédia. Donc, vous voyez, donc en gros, il y a des tas de LLM à développer, à utiliser, et donc qui pourraient être intégrés dans différentes solutions. Et puis, il y a aussi derrière tout ça la notion de la souveraineté, mais on y reviendra un tout petit peu après. Et puis, il y a d'autres choses qui pourraient se développer dans les plateformes de veille, c'est l'IA multimodale. Alors, une IA générative multimodale, je pense que vous savez ce que c'est. C'est une IA qui est capable de créer des contenus, mais à partir de différentes formes d'informations. Les IA génératives classiques, c'était limité à un seul type de données, donc du texte. Bah, ces IA multimodales, elles peuvent traiter et combiner des informations provenant d'images, de vidéos, de textes aussi évidemment, mais même de données audio. Donc, on peut imaginer quand même que dans un futur assez proche, les plateformes de veille pourront intégrer des capacités de reconnaissance d'images et de vidéos, et que ces capacités, finalement, permettraient d'exploiter de nouvelles sources d'informations qui ne sont pas exploitées jusqu'à maintenant, comme les flux vidéo de certains événements, des podcasts, pourquoi pas, des conférences, voilà, et donc avec la même efficacité que les articles de presse. Et ça, pour l'instant, c'est pas d'actualité. Ce sera possible, je pense, quand on le pense. Alors, c'est pas d'actualité, je me permets de te contredire un petit peu. C'est pas mal. D'accord, bah, vas-y, je t'en prie. Ça l'est un petit peu. En fait, effectivement, le recours à l'IA pour analyser des images ou des vidéos, là encore, c'est pas quelque chose de nouveau. On voit déjà des usages dans la santé, dans la sécurité, dans tout ce qui est secteur assurantiel aussi. Dans la veille, tu as raison, c'est une tendance émergente. On en est encore au balbutiement, c'est assez récent. Mais il y a un exemple qu'on voit clairement apparaître aujourd'hui, et je suis sûr qu'il fera sens auprès de chacun, c'est tout ce qui va concerner l'analyse de contenu sur les réseaux sociaux. Encore une fois, comme disait Eric, on parle bien de contenu vidéo, images, son. Sur les réseaux sociaux, justement, qui pullulent de ce genre de contenu, on peut utiliser la vision par ordinateur. Les algorithmes sont de plus en plus performants en la matière, et l'amélioration du traitement d'images pour, par exemple, identifier automatiquement des produits ou des logos qui font buzz ou qui, au contraire, génèrent la polémique. Et puis, on peut aussi analyser les expressions faciales des individus pour évaluer leurs émotions et donc leur engagement. Par exemple, à l'occasion d'un débat présidentiel, récemment, on a eu les élections aux États-Unis, bien entendu. Ce serait de dire quel candidat était le plus nerveux, comment le public réagissait en fonction des annonces et des propositions qui étaient faites. Il y a beaucoup d'usages qui peuvent être imaginés dans ce registre-là. Sans oublier bien sûr les analyses de tendance, là encore, ce n'est pas forcément quelque chose de nouveau, mais par exemple, quels sont les types de posts qui fonctionnent bien sur LinkedIn, les filtres à la mode sur Instagram, les contenus vidéo qui génèrent le plus d'abonnements. Tout ça, c'est aujourd'hui déjà une réalité. Encore une fois, c'est une tendance qui émerge, qui est encore un peu récente sur le secteur de la veille, mais on le voit très clairement apparaître. Il y a une autre tendance sur laquelle je voulais attirer un peu votre attention et que j'évoquais brièvement précédemment, c'est tout ce qui va concerner la veille prédictive et en particulier la veille prédictive augmentée par l'IA contextuelle. L'IA contextuelle, pour rappel, c'est cette IA qui permet de comprendre les nuances des interactions humaines et des contextes commerciaux pour justement améliorer la capacité des systèmes à fournir des insights basés sur des facteurs contextuels spécifiques, par exemple l'évolution géopolitique ou économique d'un secteur en particulier. Donc, l'idée, bien sûr, derrière, c'est d'anticiper le comportement des clients et les tendances du marché en réaction à un contexte donné. Et dans ce contexte-là, la veille sera non seulement réactive, mais aussi proactive en anticipant les impacts potentiels des événements avant qu'ils ne deviennent des tendances vraiment dominantes. Cette IA contextuelle, d'ailleurs, elle présente aussi des avantages pour le knowledge management en permettant de mieux comprendre dans quel contexte le savoir est créé, partagé, utilisé pour le recommander ultérieurement à d'autres collaborateurs qui pourraient être dans un contexte similaire. Je pense par exemple à tout ce qui concerne la maintenance prédictive. À un instant T, je me retrouve face à une machine qui est en panne et en regardant un petit peu dans ma base de données, je me rends compte que j'ai un autre collaborateur qui a rencontré le même problème, qui a documenté la solution qui lui a permis de remettre en marche la machine concernée. Et justement, je vais pouvoir m'inspirer de ce savoir partagé et mutualisé pour mettre en place la même solution et régler mon problème finalement.
Oui, puis quand tu parles, Fabien, d'IA contextuelle qui comprend mieux les nuances, tu disais les nuances des interactions humaines, ben moi je trouve qu'il y a une chose, là un domaine, une application très intéressante des LLM, c'est l'analyse de sentiments, parce que quand tu as une IA qui est capable de reconnaître et de catégoriser peut-être certains états émotionnels ou les sentiments présents dans un texte, alors ce sera encore aussi intéressant de les avoir dans une vidéo ou dans un contenu audio, mais là pour l'instant c'est dans un texte. Quand l'IA est capable d'identifier des émotions, c'est pas la positivité, le côté négatif, la neutralité, peut-être l'agressivité, enfin d'autres sentiments complexes, bah, je trouve que ça peut fournir quand même des informations sacrément intéressantes et précieuses notamment sur les commentaires et les opinions des clients sur des produits et des services. Et pour la veille réputationnelle, cette analyse de tonalité, je trouve que c'est vraiment une application très intéressante. D'ailleurs, je me suis replongé à l'aide de Bruno Texier, qui est journaliste pour le magazine Archimag, dans un Archimag de 2010. Et donc, il avait écrit un article justement sur l'analyse de tonalité pour la veille, et il expliquait qu'à ce moment-là, en 2010, que la limite de tout ça, c'était l'ironie. Et il donnait comme exemple une du magazine Marianne qui affichait une photo de Nicolas Sarkozy, qui était président, je crois, à ce moment-là. Bah si, oui, oui. Et qui était accompagné du titre suivant: Monsieur le Président, 3 petits points, vous êtes formidable, hymne à un immense chef d'État, un puits de culture, un grand séducteur. Voilà. Sauf que l'hebdo, à ce moment-là, c'était vraiment, c'était une critique, c'était de l'ironie, c'était du second degré. Et donc, il concluait en disant que finalement, ce second degré était difficile à saisir pour les systèmes de veille et les outils informatiques en général. Alors, 14 ans plus tard, est-ce que c'est encore le cas? Faudrait tester. Ouais. Bon, a priori, ça s'est pas beaucoup amélioré, mais effectivement, tu as raison, il faudrait tester. Sur l'analyse prédictive, pour continuer un petit peu, il y a aussi tout ce qui concerne les jumeaux numériques. Je sais que tu es très à l'aise avec ce sujet. Parce qu'effectivement, l'installation des jumeaux numériques, donc qui reproduisent virtuellement des organisations ou des marchés, pour rappel, ça va permettre au système d'intelligence économique de simuler les conséquences de décisions stratégiques ou de changements dans l'environnement concurrentiel. L'impact derrière, c'est que ça permet une veille encore plus anticipative en testant par exemple virtuellement toujours les impacts de scénarios économiques, politiques, environnementaux ou même concurrentiels d'ailleurs, avant qu'ils ne surviennent. Et ça, c'est vrai que ça peut être aussi très intéressant pour avoir une veille toujours plus prédictive et poussée dans ce sens finalement. Oui, je me suis demandé si les plateformes de veille peuvent déjà ou auraient pu anticiper la victoire, par exemple, de Trump aux présidentielles américaines. Et aussi, surtout, c'est pour ça qu'on parlait du jumeau numérique, envisager ses conséquences sur les marchés financiers et peut-être la géopolitique. Alors, je me suis dit, bah ouais, ok, comment? Mais parce que finalement, déjà avec une analyse des signaux faibles, parce que les sondages ont été défavorables quand même souvent à Donald Trump, et finalement une veille orientée vers les signaux faibles. Alors ça peut être la résurgence de thèmes populistes, l'augmentation de la mobilisation d'un électorat spécifique, ou la polarisation accrue dans certaines régions. Bah, ça aurait pu indiquer une tendance favorable à Trump. Et puis, bah, ces signaux, ils ont l'air finalement souvent délaissés par les analyses traditionnelles et ils restent, je pense, capturables grâce à l'IA. Et ça permettrait de repérer et de suivre les changements d'avis du public. Et puis, Fabien, tu t'en parlais, forcément, les réseaux sociaux, la veille sur les réseaux sociaux, l'analyse des réseaux sociaux, là, c'est prépondérant. Ça aurait permis d'observer finalement les dynamiques d'opinion en temps réel, avec différents indicateurs comme la viralité des messages, les hashtags, les pics de mobilisation. Vraiment, les réseaux sociaux, c'est devenu un baromètre puissant pour comprendre l'engagement politique et les perceptions des électeurs. Et donc, ça offre une vision alternative des sondages classiques. Parce que là, tous les médias se sont référés à des sondages. Voilà. Et puis après, on peut envisager que les plateformes de veille pourraient nous proposer différents scénarios boursiers, géopolitiques, en intégrant des données historiques, ce qui s'est déjà passé quand Trump a été élu, par exemple, ou des simulations, d'autres simulations. Donc, ça permettrait peut-être d'anticiper des réactions possibles des marchés boursiers, la hausse dans les industries bénéficiant des politiques protectionnistes mises en avant par Trump, ou les fluctuations dans certains secteurs sensibles aux décisions géopolitiques. Bref, les systèmes de veille vont
ont aussi tout à gagner avec cette IA qui est capable de capturer plein d'infos issues de différents canaux pour proposer quelque chose d'anticipatif. Oui, puis au-delà de la capture que tu évoques, Eric, l'IA, elle peut aussi contribuer à répondre à des enjeux de sécurité, de traçabilité, auxquels la veille, évidemment, n'échappe pas. Je pense par exemple à effectivement tout ce qui va concerner la vérification en temps réel de l'authenticité des informations. On voit qu'effectivement, il y a un vrai besoin en la matière, puisqu'il y a de plus en plus de deepfakes, notamment encore une fois, concernant le nouveau président américain, par exemple, mais pas que. Il y a aussi beaucoup de désinformation qui peut aussi d'ailleurs émaner de l'IA générative. L'idée au contraire, c'est plutôt d'inverser la tendance en utilisant l'IA pour garantir l'authenticité et sourcer les données finalement. Et on peut imaginer que les systèmes de veille intégreront des couches de sécurité pour garantir justement que les données n'ont pas été altérées ou manipulées, ce qui permettrait finalement de renforcer un peu la confiance dans les sources d'information. Oui, parce que le problème avec les informations erronées, ben, on y est tous les jours confronté en tant que journaliste. Et je vous donne un exemple qui m'est arrivé il y a très peu de temps. J'écrivais un article sur la consommation énergétique des data centers. J'avais réalisé une veille sur le sujet et il y a un article d'un média connu qui m'a été remonté qui évoquait la consommation des data centers. Sauf que j'ai pris cet article et d'autres, j'ai mis tout ça dans NotebookLM. Vous connaissez, c'est un outil de Google. Hein. Donc, ça m'a permis finalement de résumer, mais aussi de comparer les articles que j'avais sélectionnés avec l'étude originale dont étaient tirés les chiffres. Alors, l'étude, elle était assez copieuse, elle était en anglais. J'avoue ma fainéantise, je ne l'ai pas lu en entier, je ne l'ai pas traduite, etc. Voilà. Et sauf que je me suis aperçu, grâce à NotebookLM, que l'article en question avait omis un détail important, c'est que la consommation dans l'étude était exprimée en térawattheures par mètre carré, et l'article, lui, par mètre carré, il ne l'avait pas mis. Donc, autant vous dire que ça change un peu tout. Quand on a un data center qui fait 10 000 mètres carrés, la consommation, c'est pas du tout la même. Donc, je me suis dit, mais c'est bizarre, ces chiffres, ils sont étonnamment bas. Ben non, ces chiffres, ils sont hyper hauts. Enfin bref, donc voilà. Donc, l'IA, là, ça pourrait aussi nous aider à remonter l'information primaire. En gros, là, dans mon cas, c'était l'étude qui a servi à l'écriture du ou des articles et finalement d'être certain de disposer d'une info qualifiée. Et ça, c'est important dans notre domaine, mais dans bien d'autres. Ouais. Alors, il n'y a pas que ça, il y a aussi d'autres choses qui sont importantes. Et là, la personnalisation, je trouve que c'est aussi un vrai sujet. Ouais, la personnalisation, effectivement. Et d'ailleurs, l'IA générative répond aussi à cet usage-là. D'ailleurs, chez Sardar Archimag, on l'utilise déjà un petit peu dans ce cadre-là. Ce qu'on voit effectivement, c'est que les outils d'intelligence économique basés sur l'IA générative tendent à devenir toujours plus sophistiqués dans la personnalisation des rapports. Par exemple, dans tout ce qui va être data visualisation, génération de graphiques, etc. Et on peut imaginer parfaitement que les veilleurs pourront demander des synthèses hyper personnalisées en fonction de leur chat graphique, en fonction de ce qu'ils veulent voir apparaître dans ces synthèses, justement, qui seront basées sur des besoins spécifiques ou des contextes d'affaires très ciblés. L'impact, c'est bien entendu de générer des rapports presque instantanément, là où auparavant il fallait y passer un certain temps, n'est-ce pas, et surtout de bénéficier d'analyses sur mesure correspondant vraiment aux exigences spécifiques des décideurs et du marché, ce qui va permettre finalement de fournir des insights qui sont toujours plus pertinents et bien entendu exploitables pour les professionnels concernés. Oui, et puis si l'IA nous permet de personnaliser, l'IA va aussi, je pense, nous permettre d'automatiser la production de ces livrables, hein, que ce soit un fichier PDF, une newsletter, des slides, etc. Je pense que la création de livrables pourra être largement automatisée, y compris à la sortie des plateformes de veille. Et ça pourra aussi, je pense, ça aidera à l'automatisation aussi de la diffusion de ces livrables sur les différents canaux que vous souhaitez utiliser. Et je vous dis ça parce qu'on a été confronté aussi à un problème pour l'organisation justement d'un webinaire où finalement la personne qui devait présenter m'envoie des slides. Je regarde les slides et je me dis c'est pas possible, c'est des slides qui datent préhistoire, c'est pas possible aujourd'hui. Donc voilà, donc pour son image de marque, pour des tas de choses, c'était pas possible. Donc voilà, finalement ces slides
ils ont été remoulinés par Gamma.ai. Et bon, il y en a des tas d'autres, hein, mais c'est une IA et finalement, ce petit lifting a été totalement salvateur pour les slides. Et donc, si ce type d'IA, Gamma.ai ou des tas d'autres, pouvaient être connectés ou interconnectés aux plateformes de veille et à des tas d'autres plateformes d'ailleurs, hein, pas que de veille, hein, ce serait quand même une petite merveille. Et puis, finalement, dernière tendance, et ça, on en a touché un tout petit peu de mots, c'est la souveraineté de l'IA, parce que c'est toujours une question qui revient fréquemment dans les échanges que nous avons avec les acteurs du marché, que ce soit dans la veille, la GED, l'ECM, la signature électronique, bref, la souveraineté des données, mais aussi là maintenant la souveraineté de l'IA. Parce que les entreprises françaises, elles sont de plus en plus aujourd'hui attentives à la question de la localisation de leurs données et de savoir si l'IA qui est développée dans les solutions qu'elles utilisent, elle est hébergée en France, où vont les données qu'on lui soumet, etc. Donc forcément, en proposant des solutions d'IA qui sont développées en France, hébergées en France, et ben, les éditeurs renforcent la confiance de leurs clients. Et ça, c'est important, et ne sont plus trop dépendants on va dire, des grandes entreprises de la tech américaine ou chinoise, peut-être, hein, parce qu'il y en a qui ça se développe pas mal. D'ailleurs, en parlant de souveraineté, la souveraineté, c'était aussi au cœur de la communication d'un acteur français, d'un des acteurs français de l'IA qui a lancé une nouvelle plateforme qui s'appelle MyOxilium. MyOxilium. J'ai découvert ça la semaine dernière et j'ai trouvé ça assez intéressant. C'est une espèce de notebook LM, mais à la française. C'est une plateforme SaaS qui est construite autour de la notion de collection. En gros, c'est des dossiers qui regroupent tous les documents que vous souhaitez lui soumettre. Alors, ça peut être... il y a des tas de formats qui sont pris en charge. Ça va du Word, PDF, mais aussi des fichiers audio, MP3, MP4, des fichiers vidéo, des URL de pages, de pages web, des URL YouTube, etc. Et puis ben, finalement, vous dialoguez avec ces données, vous les interrogez à la manière de Notebook LM. Et ben là, les données sont cryptées, stockées sur un serveur chez OVH, et elles sont supprimées une fois que les collections, vous n'en avez plus besoin et vous ne souhaitez plus les interroger. Donc ça, c'était intéressant. Et c'est une alternative à Notebook LM, une alternative française. Voilà. Alors pour conclure, finalement, Fabien, l'IA, ça n'a que du bon. En tout cas, si on se borne à l'efficacité qu'elle nous permet d'avoir au quotidien dans nos travaux respectifs et dans vos travaux, dans vos opérations de veille. Mais je pense que pour cela, il y a deux prérequis. C'est déjà se former, parce que sans formation, je pense qu'on ne peut pas aller bien loin. Et puis aussi, réseauter. Alors, bah, il faut se former parce que faut maîtriser, évidemment, il faut savoir de quoi vous parlez, il faut maîtriser les algorithmes, savoir ce que vous utilisez, mais il faut aussi savoir écrire des prompts corrects. Voilà, il faut vraiment savoir maîtriser et jongler avec ses super assistants. Et puis bah, là, on fait de l'autopromo puisque dans le groupe Archimag, il y a Cerda Compétences, qui est un organisme de formation, qui a une vaste gamme de formations sur la veille. Il y a plus de 25 stages qui couvrent tous les aspects de la veille. Et il y a des modules, évidemment, qui sont là pour parler évidemment de l'IA. Et devinez quoi, le stage qui marche le mieux cette année, eh ben, c'est celui sur l'IA avec Christophe Deschamps notamment. Et le stage est plein tout le temps. Donc ça, c'est une première. Vous pouvez vous former tout seul, mais enfin, c'est mieux si vous apprenez avec des professionnels, je pense. Et puis, bah, pour réseauter, c'est un peu plus simple, mais bon, il faut avoir du temps. Pour aller, par exemple, à IES 2024, ce sera la semaine prochaine à Strasbourg. C'est le Forum européen de l'intelligence économique et stratégique. Donc, c'est le 20 et 21 novembre à Strasbourg. Et puis, je ne sais pas si vous savez, mais aujourd'hui et demain se tient à Marseille un grand événement sur l'intelligence artificielle. Ça se tient à l'Orange Vélodrome hein, de Marseille, au stade Vélodrome. Il y a une centaine de speakers qui sont attendus. Voilà, ça s'appelle l'Artificial Intelligence Marseille, AIM. Et c'est organisé par la Tribune, la Provence et d'autres médias. Et l'idée, c'est de décrypter les enjeux économiques et sociétaux de l'IA. Et ça dure 2 jours. Donc voilà, si vous avez l'occasion de vous y rendre, n'hésitez pas.